Dans cette édition, un appel au secours. Il n'y a plus assez de pompiers volontaires en zone rurale. C'est le cas notamment en Dordogne. La Cour des comptes épingle cette année encore le port du Havre. Alors pourquoi est-il montré du doigt et qui est responsable? La réponse dans quelques minutes. Et pour commencer, parlons de la vidéosurveillance à Marseille. Le nombre de caméras ne cesse d'augmenter dans les rues de la ville. Reste à savoir si ce dispositif est vraiment efficace. Vous en avez une ici, là, sur l'avenue de Saint-Antoine-Joseph. Vous en avez une devant le centre médical, sur le boulevard de la Padoine. Aux Égalades, dans le 15e arrondissement de Marseille, on est plutôt satisfait de l'installation des caméras de vidéosurveillance. Les premières ont été bénéfiques à l'hypercentre, mais depuis quelques années, elles poussent comme des champignons dans toute la ville. Au CIQ, on fait le maximum pour les rendre efficaces. Je photographie toutes les anomalies. Et ensuite, on a une réunion à peu près tous les mois avec la police municipale qui nous rend compte des anomalies que nous leur avons signalées. Ces caméras ont pour but d'assurer la sécurité des Marseillais. Elles permettent aussi d'élucider certaines affaires. On en compte 958 aujourd'hui, bientôt 1000. L'objectif étant d'en installer le double d'ici 2019. Mais leur efficacité dépend des policiers municipaux en observation. Ils sont 80 à se relayer nuit et jour au centre de supervision. Nous voulons que notre vidéoprotection soit toujours efficace et pour qu'elle soit efficace, nous ferons appel aux nouvelles technologies. Nous savons qu'aujourd'hui, des logiciels peuvent faire remonter des alertes, à la fois ici au centre de supervision urbain et sur le terrain auprès de nos policiers pour des comportements, même le son peut être détecté. La liaison police municipale et nationale est permanente. L'État finance une partie de l'achat des caméras et conseille aussi sur les futures implantations. Les services de police sont les conseillers techniques de la ville de Marseille pour essayer bien évidemment de les implanter dans les endroits où on enregistre une délinquance ou sinon où il y a un intérêt stratégique à pouvoir avoir une visibilité sur ce qui s'y passe, notamment en termes de prévention du risque terroriste. Les phases de concertation sont en cours avec tous les acteurs intéressés par la sécurité à Marseille. Ces échanges devraient établir le plan d'installation des caméras pour 2018. Le port du Havre, une nouvelle fois épinglé par la Cour des comptes. Il lui est reproché de ne pas avoir rempli son objectif de développement du fret fluvial et ferroviaire. Et visiblement, ce retard n'est pas près d'être comblé. Le port du Havre, de nouveau dans la mire de la Cour des comptes. Comme presque chaque année, les magistrats prennent un malin plaisir à épingler ces carences. Carences dues en partie au sous-financement de l'État dans les infrastructures fluviales et ferroviaires. Pourtant, en 2009, le Grenelle de l'environnement préconisait de doubler l'acheminement sur rail. Il a baissé de 16%. Les investissements sur la plateforme multimodale n'ont pour l'instant rien amélioré. Et il faudra attendre au mieux 2020 pour espérer voir passer des trains de fret sur un nouveau tronçon à l'est de Rouen, entre Cerqueux et Gisors. Côté fluvial, le trafic peine toujours à décoller. Et Port-de-Mille n'est pas près d'être relié au réseau intérieur pour faciliter la navigation sur la Seine. Ces deux modes de transport sont pourtant, d'après la Cour, un enjeu national pour récupérer les parts de marché accaparées par Anvers et Rotterdam. En attendant, les camions ont la belle vie au Havre. Ils trustent toujours 85% du trafic des conteneurs sur le port. Il n'y a plus assez de pompiers volontaires en zone rurale. Un problème dans de nombreux secteurs, à commencer par celui de la Coquille en Dordogne. Dans ce département, les 3/4 des centres de secours sont composés de bénévoles. Bon, je vais m'habiller. Ils sont employés municipaux, infirmières libérales ou encore ambulanciers. Ils vont ce jour, en plus d'assurer leur travail au quotidien et mener leur vie de famille, intervenir sur leur secteur en tant que pompiers volontaires. Allez, c'est bon. Un sexagénaire vient d'appeler pour sa femme. Celle-ci se plaint de douleurs thoraciques. Leur maison est située à mi-chemin entre Périgueux et Limoges. Alors leur premier réflexe a été d'appeler les pompiers les plus proches. Je suis épuisée. Ici, si on n'avait pas les pompiers, on serait mort. Ça fait plusieurs sorties pour vous aujourd'hui? C'est la deuxième, oui. Enfin, deuxième pour moi, mais pour le centre, troisième déjà. Heureusement, il y avait assez d'équipes aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça allait, oui. C'est pas toujours le cas, alors, par contre. C'est oui. vite à Périgueux. D'accord. Sur les 41 centres de secours que compte le département, 31 sont composés uniquement de volontaires. Des hommes et des femmes de plus en plus rares, comme ici à la Coquille, où parfois des interventions sont renvoyées vers d'autres casernes, faute de moyens. C'est pas un plaisir, hein. À chaque fois, on essaie de se remettre en question.
mais on ne peut pas lutter. On est en manque d'effectifs global, hein. On est sur un secteur où il n'y a que des entreprises privées, très peu d'entreprises, et la disponibilité ne se fait que le soir, la nuit et les week-ends. Les zones rurales sont les plus durement touchées. L'absence de jeunes ou d'emploi pèse sur le volontariat, mais parfois des petits miracles se produisent. Emmanuel, 46 ans, webmaster de profession, a intégré la caserne depuis le mois d'octobre. Je me suis dit, j'ai un petit peu de temps à donner, pourquoi ne pas le faire? Et je suis venu trouver le chef de centre et qui m'a intégré. Vous avez conscience qu'il y a peu de monde qui font cette démarche-là? Malheureusement. Il faudrait 5 à 6 hommes supplémentaires sur le centre de la Coquille pour garantir des interventions 24 heures sur 24. Un appel au sens civique pour maintenir l'un des derniers bastions du service de proximité. Refermons cette édition avec la visite à Perpignan d'un joyau architectural. Il s'agit de l'hôtel Pams. Cet édifice, qui devrait être classé monument historique, révèle l'art de vivre de la riche bourgeoisie de la ville au XIXe siècle. Retour sur son histoire. À l'extérieur, l'hôtel Pams n'a vraiment rien d'exceptionnel. À l'intérieur, en revanche, il témoigne de la fortune d'une famille et du goût d'une époque fastueuse pour Perpignan. En 1873, le richissime Pierre Bardou-Job regroupe plusieurs maisons afin de construire une résidence luxueuse et un nouvel atelier pour son déjà célèbre papier à cigarettes. À sa mort 20 ans plus tard, son gendre Jules Pams transforme l'édifice. Il fait notamment appel à Gervais, un peintre très à la mode. Il a été un grand peintre pour les ministères, pour les casinos, notamment toute l'architecture balnéaire de la Côte d'Azur, l'hôtel Negresco à Nice, le casino de Monte-Carlo. Ce sont des toiles qui sont marouflées, donc qui sont accrochées au mur et qui en fait montrent des allégories diverses de la terre catalane, notamment de la Côte Vermeille et de Port-Vendre dont Jules Pams était originaire. Député, sénateur, ministre, Jules Pams a même failli être président de la République en 1913. Dans son hôtel perpignanais, il reçoit ses relations locales et étale fortune et puissance. On a l'or, on a le pourpre, on a des références à l'architecture d'inspiration antique. On est dans l'ostentation. C'est une véritable démonstration de richesse, de pouvoir, et ça montre l'ambition d'un homme. Il y a même un proverbe chinois qui dit que l'homme construit sa maison à la mesure de son ambition. Acheté en 1946 par la ville de Perpignan, l'hôtel Pams servira longtemps de bibliothèque avant de retrouver sa destination ancienne, être un lieu de réception officielle. Partiellement classé, le bâtiment dans son entier devrait devenir bientôt monument historique.